Ma présentation va durer 30 minutes et sera composée de 2 parties. Dans la première partie, je vous parlerai en tant qu'écrivain. Je parlerai en tant qu'écrivain parfois. Écrivain parfois. Et dans la seconde partie, je laisserai la parole à un de mes personnages, qui s'appelle Gork. Il se trouve que je ne suis ni thérapeute, ni pharmacien, ni scientifique, ni philosophe, ni fichier S, ni chaman, ni chanteur d'opérette, ni dépositaire d'une grande vérité qui vous rendrait la vie meilleure. De moi, je sais une seule chose, je suis écrivain parfois. J'écris des fictions, j'écris des histoires, j'écris des récits. L'écrivain qui vous parle est en cours d'écriture d'un ouvrage qui va s'appeler Alba Petra. Alba Petra, c'est le nom du village où nous habitons. Alba Petra, fragment de révolution dans un village du monde. Le sujet donc du 2e tome en cours d'écriture, avec un extrait qu'on entendra tout à l'heure, porte sur la révolution. Autant dire que c'est pas gagné dans la période actuelle. Et j'essaierai de vous expliquer pourquoi ce mot soigne et répare. Et pourquoi ce mot est susceptible d'offrir la paix, la joie, le courage, la passion, la candeur et une certaine idée de la beauté. C'est donc à ce titre que j'ai répondu à l'invitation d'Isabelle d'intégrer mon propos dans ces journées sur la santé intégrative qui réfléchissent aussi, entre autres sujets, sur ce qui soigne et sur ce qui fait du bien. Je voudrais vous inviter à partager avec moi ce qui constitue l'essentiel de l'aventure de la création littéraire, c'est-à-dire l'aventure d'une pensée en liberté qui cherche les mots pour se dire et qui saisit toutes les occasions pour essayer de partager les bienfaits de sa liberté d'être, de penser et de créer. Laissez-moi, s'il vous plaît, vous dire les mots et laissez-vous, s'il vous plaît, les laisser flotter, se répandre entre vos oreilles. Laissez les mots et les phrases vous surprendre, laissez-les courir, concourir, ouvrir, émouvoir, entrevoir, pour parcourir ensemble ou séparément 1000 chemins buissonnants aux ramifications infinies. Chaque mot est une porte ouverte qui conduit à des greniers, à des caves, des gouffres, des cavernes, des cours de récréation, des salles d'audience, des rituels de toute nature. Donnons-nous la possibilité de vivre ensemble un moment de pure liberté, d'étonnement et de volupté. Je vais vous citer un court extrait d'une pensée d'un écrivain belge, Marcel Moreau. C'est une courte citation dans laquelle chaque mot vaut son pesant de beauté. Dans un livre qui s'appelle 1000 voix rauques, il dit la chose suivante. Pour sauver le langage, il faudrait que chaque mot se remît à peser son poids de sauvage volupté. Les mots que j'emploie sont des tentatives de rejoindre chacun d'entre vous. Et les regards que vous me renvoyez sont également, je le vois, des tentatives de me rejoindre, ou plus encore de rejoindre le récit que je vais commencer à partager avec vous. Je m'adresse à vous non pas comme un archer qui destine sa flèche à la cible, mais comme celui qui espère atteindre en chacun d'entre vous la part de lumière dont il est le dépositaire et qui va me permettre de sortir de mes propres ténèbres. Pourquoi cela ? Parce que, et vous êtes bien placé pour le savoir ici, parce que le lien est le premier des soins. Dans ce volet de la trilogie d'Alba Petra, le cortège des personnages
représente une parcelle d'humanité aux prises avec les tourments de l'époque. Je vais vous citer un certain nombre de ces personnages, mais j'en ai choisi un seul pour ce soir. Parmi ces personnages, il y a un militant marxiste-léniniste repenti, sauvé par une infirmière mexicaine qui va l'initier à la lecture des lettres de prison de Rosa Luxembourg. Il se trouve que dans les lettres de prison de Rosa Luxembourg, Rosa écrit la chose suivante. Elle écrit, après avoir dressé des mésanges, elle a appris à dialoguer avec les mésanges, et dans un de ses courriers, elle dit à une camarade du parti, « Je préfère entendre le chant des mésanges que d'écouter vos discours. » Quand le marxiste-léniniste repenti lit ça, il a le vague sentiment d'avoir manqué sa vie. Il va nouer des relations proches avec l'infirmière mexicaine, il va venir s'installer à Alba Petra. Deuxième personnage, une cuisinière québécoise qui est convertie à la cuisine quantique. Ça se termine évidemment par un désastre. Elle vient aussi vivre à Alba Petra ensuite. Autre personnage, un catholique ordinaire qui décide de devenir rabbin. Et un autre qui se décide de devenir imam. Un autre personnage, c'est un redoutable tueur à gages qui est passé de l'ultra-gauche ultra-violente à la mafia et qui un jour comme aujourd'hui est littéralement saisi et emporté par la grâce. Il est en route vers Alba Petra. Une aventurière de l'extrême qui arpente la planète pour en éprouver les secrets. Une apicultrice anarchiste qui a trouvé la recette du miel de jouvence. Un couple d'énergéticiens qui tentent de se réparer eux-mêmes en réparant les autres, tant il est souvent vrai qu'il vaut mieux savoir de quel gouffre nous venons pour engager des conversations vertueuses avec les autres. Et il y a bien d'autres personnages. Et puis il y a Gork, un drôle d'individu auquel je vais donner la parole bientôt et qui sera incarné tout à l'heure par une voix de femme, la voix de Rachel de Gatti, que vous avez entendue ce matin, elle-même autrice de romans, d'essais et éditrice, entre autres, de la saga Alba Petra. Je reviens à Gork. Gork est un solide gaillard, quarantenaire, originaire des Balkans, qui n'hésite jamais à se lancer dans des croisades échevelées, qui risquent heurter les âmes sensibles, préoccupées de promouvoir les arts de la nuance, de l'élégance, de la discrétion, de la patience et de la générosité. Gork, après avoir ingurgité des bibliothèques entières, sondé les algorithmes les plus secrets des intelligences artificielles, se comporte désormais comme un initié qui aurait reçu, d'on ne sait qui, la mission de révéler à l'humanité une nouvelle considérable, susceptible de bouleverser le cours des choses. J'ai rencontré Gork lorsqu'étant moi-même franchement perturbé par les soubresauts du monde et que je me trouvais dans un état de grande vulnérabilité dont ni la pharmacopée chinoise, ni les messages ayurvédiques, ni le yoga des anges, ni la méditation ne parvenaient à venir à bout. L'attitude et les propos de Gork avaient donc de quoi trouver chez moi un terrain favorable d'épanouissement. Les personnages que j'invente viennent à mon secours pour m'aider à comprendre les êtres, pourquoi j'écris et pourquoi je m'obstine à croire encore à la beauté du monde, de la nature et du cosmos. En deux mots, Gork avait la conviction d'avoir trouvé l'explication ultime de nos malheurs et la manière de s'en sortir. Nous allons, répétait-il, changer de cycle. Pour lui, les choses étaient devenues infiniment claires. Notre cycle, marqué au fer rouge par les injonctions de la culture abrahamique, a donné naissance aux trois religions du livre. Tout, proclame-t-il, vient de cet héritage, lequel est désormais parvenu au terme de son déploiement. Et c'est maintenant, affirme-t-il solennellement,
le temps de l'émergence lente mais certaine d'un nouveau cycle dont les attributs seront l'envers absolu du cycle abrahamique. Ainsi, en ce début 2025, dans le désordre des actualités, et grâce à quelques fréquentations des univers hospitaliers pour réparer un nombre à la Fondation Opale, dans le nord de la France, pour redynamiser un corps par les messages experts de Choupinette d'Alexandrie, pour restaurer le souffle grâce aux huiles essentielles miraculeuses d'Adeline, pour rendre hommage au corps par les bienfaits des médecines non conventionnelles venues de loin et du fond des temps, mais aussi grâce au miracle des algorithmes mobilisés par la chirurgie, et surtout pour ne pas capituler, je travaille à la suite de ma trilogie consacrée aux êtres et à la révolution qui vient. Il ne s'agit pas seulement de se changer soi-même ou de changer le monde, ni de se réparer soi-même ou de réparer le monde, mais de se poser la question de comment faire avec un monde dont l'ensemble des paradigmes mutent tous en même temps et dans une interactivité généralisée, débridée et bordélique. Je n'en finis jamais de me demander, mais que peut la littérature? Car si Gork dit vrai, il ne s'agit plus de relooker la fin du cycle, il s'agit de préparer le prochain. Peut-être d'ailleurs que les survivants, la mission des survivants, se fera à la manière du geste du stalker dans la zone qui consiste à prolonger la marche par le lancer d'un vulgaire écrou chargé de tracer une trajectoire dans un espace inconnu, potentiellement hostile. Le stalker, vous vous en rappelez peut-être, c'est un personnage du film de Tarkovsky qui a la charge de faire visiter une zone désaffectée et ruinée sans doute par une attaque nucléaire, on ne sait pas trop. Et les gens qu'il fait traverser sont des artistes, des savants, des philosophes. Et pour avancer dans ce territoire hostile, il jette devant lui un objet qui trace une trajectoire dans l'espace et ils suivent tous ensemble cette trajectoire pour éviter d'exploser sur des mines. Il se peut aussi qu'à la fin des fins, les voyants se rassemblent spontanément auprès des librairies, des bouquinistes et des bibliothèques, comme si elles étaient les derniers lieux de résistance et si elles étaient devenues les armureries du futur, nécessaires aux combattants du futur qui continueront à disperser des mots dans des phrases, à abandonner des phrases dans des livres et qui sont autant de souffles nécessaires au maintien de la vie. Faire des livres, les imprimer, tenter de les faire connaître, c'est leur donner une grande importance et leur déléguer un grand pouvoir, difficile à justifier autrement qu'à partir de la conviction autoproclamée de résister à l'évanouissement. Je ne sais encore rien de ce qui constituera le cycle imaginé par Gork. Il sera exploré dans le troisième volet du roman, en commençant par la cartographie des singularités des femmes et des hommes qui littéralement vont incarner les avenirs à construire. L'inventaire de leurs faiblesses, de leurs tourments, comme de leurs grâces infinies et immémoriales sera le terreau de notre entreprise menée loin du mode de la survie, mais nécessairement et naturellement sur le mode de la joie. Chacune et chacun d'entre nous est une porte d'accès, une foule, une houle. Freud disait que l'on ne peut comprendre qu'en aimant. Cette évidence absolue devrait nous conduire à remiser la notion d'effondrement, lequel ne pourra être combattu que par les notions d'utopie, d'espérance et de résistance. On voit bien la difficulté de l'exercice. Comment serait-il possible d'anticiper sur un demain avec les mots et les arguments d'hier et d'aujourd'hui? C'est peut-être à cet endroit que se situe l'enjeu de la littérature. Le plus drôle, si l'on peut dire, c'est que la voûte du ciel et ses 1000 milliards d'énigmes restent dans l'ignorance absolue de ce qui nous occupe ici. Cette indifférence devrait nous affliger,
ou au minimum aiguiser nos neurones au lieu de les étouffer. Il nous faudra apprendre aux passagers du nouveau cycle quelles seraient les questions principales à explorer. Par exemple, celle-ci. L'ampleur sidérante des agissements des humains du côté de la volerie, de la quête insatiable du pouvoir, disqualifie-t-elle, oui ou non, l'ambition d'une humanité glorieuse et vertueuse en marche constante vers le courage inventif, la solidarité existentielle et le culte de la beauté? Autre question. Ou bien devra-t-on admettre que la notion même d'humanité embarque avec elle le pire du pire, dont les humains sont les infatigables propagandistes? Ou bien encore. Ou bien, si la notion d'humanité doit être rangée au rang des accessoires, par quelle autre notion la remplacer? Quelles autres valeurs pourraient-elles émerger qui proposeraient des alliances et des pactes encore inimaginables? Car si toutes les autres notions fondatrices du cycle précédent avaient atteint leur degré final d'obsolescence, il faudra bien se résoudre à inventer des mondes à partir d'un paysage mental et physique totalement vierge. Ou bien, comment faire du neuf sans repartir du vieux? Ou bien, comment et pourquoi se dédier à l'amour en partant du néant? Chaque cycle génère ses propres lieux communs. Le cycle finissant en aura propulsé des farandoles considérables. Par exemple, l'histoire est un éternel recommencement. Par exemple, rien de nouveau sous le soleil. Par exemple, le soleil ne se couche jamais deux fois de la même façon. Confrontés à ces accumulations de pseudo-sagesse, véritable couteau suisse du nomade immobile du cycle précédent, les nouveaux voyageurs devront en inventer d'autres pour résister aux multiples vertiges qui les attendent au prochain tournant. Que dire de ces êtres que dans mon livre j'appelle les survivants et qui seront les géomètres, les architectes et les poètes du prochain cycle? Ils ont tous fini par se débarrasser du chien mort réfugié dans leur âme depuis longtemps. Ce qui les conduit vers Alba Petra est le prélude à une transhumance volontaire qui est tout le contraire d'un exil. Venus de tous les nulle part du monde, ils restent attentifs à la folie furieuse des enfants qui jouent la nuit dans des granges désaffectées. Notre logiciel présente de sérieux bugs. Les mises à jour ne seront pas suffisantes. De nouveaux protocoles de pensée et d'action vont voir le jour. C'est finalement cette mission qui échoua, par défaut et faute de mieux, à la petite équipe des personnages qui se rassemblent dans Alba Petra, fragment de révolution. Je m'en remets à des hommes et des femmes parfaitement ordinaires qui ont en commun d'avoir traversé impasses et démons et d'en être sortis réinitialisés. Je fais l'hypothèse qu'ils sont les plus aptes d'entre nous pour entreprendre la grande transhumance qui sera le sujet du tome 3. Giacometti disait, paraît-il, que ces sculptures n'étaient rien d'autre que des ébauches, des prologues donc. La trilogie met en scène des individus qui, presque à leur insu, et du fait de leur perméabilité aux soubresauts du monde, développent une aptitude inouïe à l'ouverture de nouvelles perspectives civilisationnelles. Qu'est-ce qu'un cycle? C'est une période de temps plus ou moins longue, en général plusieurs milliers d'années, qui commence par de miraculeux bricolages, puis se déploie pour le pire et le meilleur, puis progressivement se fatigue, s'épuise et finit par sombrer et disparaître à jamais pour laisser la place à un autre cycle. Et nous sommes, nous, ici, actuellement, à ce moment incroyable où à la fois spectateurs et acteurs, spectatrices et actrices, nous allons vivre et incarner un changement de cycle. C'est un grand privilège. Le cycle actuel de 5000 ans qui s'achève sous nos yeux a donc commencé vers 3500 ans avant Jésus-Christ en Mésopotamie avec l'invention de l'écriture et de l'État. Avant cela,
Nous avions eu des cycles interminables entre 2 millions d'années et 100 000 ans, voici Homo erectus et les premiers rudiments d'humanité. Des milliers de sociétés se succédèrent alors sans laisser de traces, porteuses d'innovation, de nouveaux outils, de migration, d'hybridation, de conflits. Puis, il y a 500 000 ans, Néandertal apparaît. Pour, il y a 300 000 ans, être remplacé par Homo sapiens. Ensuite, il y a 50 000 ans, grottes, cavernes et reliefs des montagnes se parent de peintures rupestres et d'inscriptions inouïes et encore mystérieuses. Enfin, nous y voilà. Vers 3500 ans avant Jésus-Christ s'installe rapidement le décor qui sera le berceau de notre cycle actuel, avec ce premier coup de tonnerre, 2000 ans avant Jésus-Christ, avec la naissance d'Abraham et le succès phénoménal de l'entreprise de formatage de tout ce qui se produira ensuite dans les 4000 ans qui suivent jusqu'à aujourd'hui, avec les conséquences imprévues que l'on sait. La culture abrahamique repose sur 10 piliers, et il suffirait qu'un seul de ces piliers s'effondre pour que tous les autres suivent. Mépris de la femme. Le patriarcat est le seul régime possible d'organisation de la société. Mépris de la complexité du vivant. Il n'y a qu'un seul Dieu. Conception d'un monde où l'être humain occupe la place centrale dans la création, tout le reste étant soit secondaire, soit nuisible. Conception d'un monde doté d'un temps universel, d'un mouvement linéaire avec un seul début et une seule fin. Mépris de la nature. La nature n'est là que pour être dominée par l'homme et exploitée à son seul profit. Le cosmos n'existe pas. Les astres ne sont que de simples créatures n'ayant aucune influence sur les destins humains. Mépris des ancêtres, dans une relation directe de chacun avec son Dieu unique et salvateur, les ancêtres sont disqualifiés comme instance de transmission de connaissances et de puissance. Mépris de la pluralité des chemins du divin. Le divin n'appartient qu'à Dieu. Promotion d'une sexualité strictement encadrée par les prescriptions divines. Mépris des sagesses anciennes, étrangères aux préceptes du livre. Voilà d'où l'on vient. Voilà où nous en sommes encore aujourd'hui, et voilà pourquoi, rien de tout cela n'étant plus générateur d'espoir ou d'alternative, il nous faudra bien changer de lexique. Vous me direz, peut-être que le corpus des faits et gestes hérités des 3 religions du livre ne recouvre pas la totalité des univers des mondes du cycle en cours. C'est vrai et faux. C'est vrai si l'on considère que l'hindouisme, par exemple, a eu la sagesse, parfois, de réserver une place significative à la part féminine du monde. Mais c'est faux si l'on considère que les 3 religions du livre ont eu pour l'humanité une importance décisive sur toutes les autres du seul fait de mettre en œuvre et d'imposer un cadre global d'organisation de tous les aspects de la vie sur Terre, à partir de règles, d'interdits, d'obligations et d'allégeances. Il me faudrait beaucoup de temps pour développer ce point délicat et générateur depuis le début de controverses et de conflits sans fin. Mais quoi qu'il en soit, le destin de tous ces faits et gestes reste identique. La liste est inépuisable des vanités, des sermons et des prophéties qui nous ont mobilisés depuis ces 4 derniers millénaires et qui n'eurent pourtant d'autre destin que de se dissoudre dans le temps
en ne laissant rien d'autre de leur passage que des poussières indéchiffrables. Dans les futurs lointains, il ne restera plus rien des arts, de la science, de la philosophie de notre cycle actuel, autre que du vent et des perles de rosée. La conjonction actuelle entre d'une part les tentatives violentes de déploiement des idéologies transhumanistes, de la pensée libertarienne et les potentialités inouïes des intelligences artificielles conduit globalement à une glaciation de l'espace de la pensée critique, plongeant les êtres, ceux qui s'en réjouissent, perdus dans un état d'euphorie épileptique, fondé sur le cynisme légitimé par le dieu de l'argent, et ceux qui s'en inquiètent, plongés dans un état de sidération tétanique, fondé sur la culpabilité. Comment en sommes-nous arrivés là ? Ce cycle dantesque, prenant tout son temps pour s'éteindre, tout nous invite à la paralysie et l'immobilisme. L'ampleur de ce qui se décide ailleurs, en dehors de nos vies, conditionne notre présent et désespère notre capacité à changer le cours des choses. Cela milite pour que nos journées ne se contentent pas de navigation virtuelle qui, on le sait bien, ne mène nulle part. Le plus impressionnant dans l'histoire de ce cycle est sans doute qu'à côté de toutes les catastrophes qu'il aura fait fructifier, ou dans les marges de chacune des périodes qui le composent, il aura également vu naître des poètes solaires, des écrivains, des musiciens, des philosophes inspirés, des inventeurs prodigieux, des magiciens bouleversants de grâce et de beauté. C'est entre ces deux dynamiques que finalement se jouent toutes les tragédies, comme tous les devenirs. Le conflit permanent entre le pouvoir du culte et le culte du pouvoir, s'opposant à la volonté de puissance comme force créatrice, artistique et de transformation. Sachant de plus que les périodes de transition se caractérisent par la coexistence forcée dans les mêmes espaces et les mêmes temporalités de ceux qui meurent et de ceux qui naissent. Et bien sûr, ceux qui meurent de mille manières toutes singulières, et que ceux qui naissent ouvrent la possibilité de tous les monstres encore impensables, tout autant que ce que la doxa des progressistes, dont je fais partie, appelle les possibles, comme s'ils étaient tous appelés par l'angélisme, la solidarité et le pardon. On voit bien que l'appel à se préparer à changer de cycle pourrait être perçu comme une démission, une désertion de l'homme contemporain devant la nécessité de changer le monde en changeant l'ordre des choses. Mon hypothèse est toute différente. Rien de nouveau ne peut advenir de l'héritage du cycle finissant, car s'engager dans le prochain suppose de répondre à l'invitation de construire, à partir de nouveaux agencements, de nouveaux déserts et de nouvelles multitudes. Ici. Merci beaucoup.